Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve en compagnie d'Anaïs et Lauriane pour décrypter quelques enquêtes parues dans notre nouveau magazine Ces pédocriminels parmi nous. Il est sorti ce 9 juillet dernier en kiosque mais aussi sur www.frontieresmedia.fr. Donc nous allons décrypter tout ça ensemble et donc je vais commencer par questionner mes deux invités. Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur ce sujet ? En arrivant chez Frontières, c'était exactement au moment où le périscolaire parisien commençait, enfin le sujet en tout cas du périscolaire parisien commençait à émerger. Alors évidemment, ça fait beaucoup plus longtemps que ces agressions existent, mais là, effectivement, depuis le début de l'année, il y a eu une véritable vague de plaintes, de témoignages, des parents qui ont commencé à alerter certains politiques, des politiques qui se sont mobilisés pour pouvoir faire parler, pour qu'on puisse comprendre en fait ce qui se passait au niveau du périscolaire parisien. Et donc, on a commencé à enquêter sur ça. Et en fait, petit à petit, on s'est très rapidement rendu compte que c'était un scandale qui concernait tout le territoire français, que c'était un petit peu partout, dans les écoles, dans les garderies, les crèches, les maternelles, etc. Et en s'en intéressant, en fait, on s'est dit, mais il y a aussi d'autres choses qui devraient être traitées sur la pédocriminalité en France parce que c'est encore un tabou. Ça fait déjà des décennies que c'est un tabou d'ailleurs. Et on s'est dit, on va commencer à enquêter donc, sur l'aide sociale à l'enfance, mais aussi sur les 70 000 plaintes dont Gérald Darmanin a parlé et qui explique qu'il veut en tout cas faire en sorte que ce soit traité avant le 14 juillet, ce qui me semble complètement infaisable. Donc très rapidement, on a commencé en fait à dire, à la base vraiment, on s'était dit, on fait un documentaire vidéo. Et vu le travail colossal qu'on a commencé à faire, on s'est dit en fait, il faut qu'on fasse un magazine à ce sujet. Ouais, parce que nos lecteurs ne savent pas, à la base, on avait prévu de faire un autre sujet. Et en plein milieu de la confection du magazine, on a changé parce qu'en fait, on a vu avec l'affaire Liana l'ampleur que ça prenait. Et on s'est dit, en tant que journaliste, ça fait partie de notre métier de suivre l'information et de coller à l'information. Donc, effectivement, on est parti déjà du travail qu'Anaïs et Jules avaient fait, parce que vous avez déjà beaucoup bossé en amont sur le problème de périscolaire. Et voilà, on a décousu le fil. Et puis je pense que ce qui a aussi motivé la rédaction, c'est de voir en fait que pendant les élections municipales, on a complètement tué les affaires du périscolaire. Ça n'a pas fait la une des médias traditionnels, les médias mainstream comme on les appelle. Et après le sujet des municipales, on s'est dit en fait, si nous on n'en parle pas, qui va le faire ? Parce que j'ai l'impression que dans les médias traditionnels, déjà les affaires du périscolaire sont traitées de façon complètement isolée, jamais sous la responsabilité de la ville de Paris. Et je trouve que c'est aussi notre rôle de remettre un coup de projecteur sur ces sujets pour les enfants. Absolument, et c'est intéressant que tu parles des municipales parce que justement, en fait, le premier rapport, donc ce qui a commencé vraiment à mettre un petit peu la lumière sur ce qui se passe, c'était un rapport qui a eu lieu en 2015. En fait, c'était l'inspection de la ville de Paris qui avait mis un rapport avec une 50aine de recommandations à l'intérieur pour pouvoir prévenir des potentielles agressions qui pourraient avoir lieu, donc d'animateurs à enfants, mais aussi d'instituteurs à enfants, en fait, de tout le système éducatif qui pouvait être en contact avec les enfants. Donc c'était en 2015. Donc à l'époque, il y avait déjà Anne Hidalgo qui était à la mairie de Paris. Et d'ailleurs, dans son conseil, il y avait Emmanuel Grégoire. Et en fait, ce rapport n'a jamais été appliqué. Alors, vraiment, aucune recommandation n'a été appliquée. Et c'était Patrick Bloch, qui était le maire à l'époque du 6e arrondissement de Paris, qui en avait parlé, qui avait demandé à ce que, en fait, il faut s'intéresser à ça parce que c'est très grave. On ne sait pas exactement si beaucoup de plaintes sont en place. Mais en tout cas, voilà, s'il y avait un signal d'alarme, c'est qu'il se passait quelque chose déjà à l'époque. Et dans les conseils de Paris, auxquels on peut d'ailleurs regarder les vidéos sur leur site, Emmanuel Grégoire autant que Anne Hidalgo balayent complètement le sujet. C'est-à-dire que Anne Hidalgo avait même dit à un moment donné non, mais en fait, vous me harcelez avec cette question du périscolaire. Et moi, j'avoue, je trouve ça complètement lunaire. Et en plus, là, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que depuis qu'elle n'est plus maire, on n'a pas de son, pas d'image. On n'a pas son, pas d'image. Et parce que je pense aussi, elle a été confrontée à ça, en fait, vous étiez déjà en poste à cette époque-là, vous n'avez rien fait. Et en plus, c'est votre poulain qui continue. Et pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Il y a certaines promesses qui ont été mises en place, évidemment. Il avait parlé de 3 millions d'euros d'investissement pour
pour améliorer en tout cas le recrutement des agents dans le périscolaire, donc animateurs et personnes aussi qui viennent tout simplement travailler dans le périscolaire, parce que aussi ça c'est pareil, dans chaque école il y a un taux de pourcentage de personnes qui sont embauchées, donc 20% de personnes qui sont embauchées qui n'ont pas besoin d'avoir de diplôme. Donc ça veut dire que déjà un animateur en périscolaire il a besoin que d'avoir le BAFA normalement. Le BAFA, c'est une formation qui dure 3-4 jours, qu'on paye en plus. Moi, d'ailleurs, j'ai passé mon BAFA, donc je sais exactement comment ça se passe. C'est-à-dire que tu vas dans un camp pendant 3 jours. Enfin, à l'époque, ça se passait comme ça, en tout cas pour moi. Et en fait, tu fais quelques petites formations de comment est-ce que tu peux animer un temps calme. L'animation, en fait. Exactement, c'est totalement de l'animation. Bon, faut pas non plus avoir fait Sciences Po ou que sais-je comme étude pour obtenir le BAFA, d'autant plus que vu que tu le payes, c'est un peu finalement, c'est un échange quoi. Donc, et puis sur les preuves que tu as à fournir, je crois que tu as le casier judiciaire, mais c'est tout quoi. Ouais, exactement, oui, je crois qu'il y a le casier judiciaire, j'avoue, je m'en souviens plus exactement, mais ouais. Mais voilà, en fait, du coup, ça veut dire que parmi les animateurs qui font en plus partie du périscolaire dans chaque école, il y a un taux de 20% qui n'ont même pas le BAFA. Donc c'est-à-dire que ça peut être un peu pour le coup, n'importe qui est volontaire et qui a besoin d'un job qui est embauché. Quand on parle de tout ça, du périscolaire, de l'ASE, même de l'affaire Liana, on a vu que c'était un pédophile récidiviste qui l'avait tué. À votre avis, pourquoi aujourd'hui, ces sujets, on va dire, ont été négligés depuis longtemps, ont été tus? Pourquoi, selon vous, il y a une raison en particulier ou c'est juste par pure négligence? Moi, j'avoue que, en fait, à travers cette enquête, j'ai du mal à croire à la négligence. Je pense plus que c'est des choix. Donc, soit des choix parce que c'est la pédocriminalité en France, ça fait des années que ça existe et en fait c'est hyper tabou et surtout ça salit l'image de la politique, de la société en France et je pense qu'il y a vraiment un sujet à ce niveau-là. On voit aussi il y avait l'affaire, il y a eu plein d'affaires en ce moment qui ont surgi, notamment avec Betaram, avec la petite Lola. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ont surgi et j'avoue qu'en fait j'ai l'impression que alors évidemment, les criminels sont responsables des actes qu'ils ont commis, mais en fait, il y a aussi une différence au niveau du système qui est totale. Je reviens sur le périscolaire parisien parce que c'est ce que je maîtrise le plus, c'est ce qui me parle énormément en ce moment. Mais tu vois, en fait, quand il y a des animateurs qui sont mutés d'une école à une autre, alors qu'en fait, l'animateur est déjà mis en cause pour des viols ou des agressions sexuelles sur des enfants, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe, donc qui a vu soit des alertes, des mails, des appels, je sais pas, ça peut être sous toute forme, mais c'est-à-dire que quelqu'un a vu qu'il y avait quand même quelque chose et a décidé de dire peut-être que si on le met ailleurs, il fera pas la même bêtise que ce qu'il a fait. Donc ça veut dire qu'en fait c'est des choix et c'est pas vraiment de la négligence. Enfin, moi en tout cas je le vois comme ça et puis surtout à partir du moment où on parle d'enfants. Je comprends pas qu'on puisse autant négliger et qu'on puisse autant prendre ce type de choix, quoi. Enfin, c'est absolument atroce. Je sais pas si on peut parler de négligence. En tout cas, on voit, surtout dans l'affaire du périscolaire parisien, une volonté de pas être responsable. Et en fait, je pense que quand il y a un parent qui vient avec des paroles d'enfant, des paroles qu'un enfant peut pas inventer. Je pense que les recruteurs, les responsables de l'école se disent « Ok, donc là, il y a trop d'éléments pour dire pour pas dire pour dire qu'il y a rien. Et d'un autre côté, il y en a pas assez pour prendre le risque en fait de virer un animateur. Je pense que c'est ça qui se passe. Et donc ils se disent attendez, parce que si moi je vire cette personne, cet animateur du périscolaire, va se retourner contre moi au prud'homme. Après c'est moi qui vais devoir payer les dommages et intérêts et la personne va revenir dans l'école et finalement j'aurai tout perdu, j'aurai encore cet animateur sur le dos. Et en plus, je vais lui devoir de l'argent. Et d'un autre côté, ils se disent, mais les parents sont venus avec quelque chose, des signalements, il y a quand même quelque chose. Donc, pour ne pas être face à ce dilemme-là, je pense qu'ils écartent tout simplement ces animateurs et qui, excusez-moi l'expression qui est un peu horrible, refilent la patate chaude à quelqu'un d'autre, peu importe les conséquences sur les autres enfants, parce que ces personnes qui sont déplacées commettent les mêmes exactions dans d'autres écoles. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein d'écoles à Paris, avec des personnes qui ont commis ces crimes, sur plusieurs enfants comme ça dans différents endroits. Je pense que c'est un peu une des explications, il me semble.
On va aborder maintenant le sujet de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui constitue quand même un volet, on va dire, primordial dans notre magazine. On peut d'ailleurs voir que sur 20 000 mineurs qui se prostituent, il y en a 75 à 80% quand même qui proviennent de l'ASE. Comment vous expliquez ce chiffre ? Est-ce qu'il y a peut-être même des exemples en particulier que vous avez envie de citer ou... Alors, comment expliquer le chiffre, c'est un peu compliqué comme ça, mais c'est vrai que je vais parler surtout par rapport à ce que j'ai lu et entendu, les témoignages que j'ai pu recueillir pour l'enquête. À l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance, en fait, normalement, c'est censé être un tremplin. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui rencontrent certaines difficultés. Donc, généralement, c'est des difficultés qui sont quand même graves. Donc, ça va de la consommation de drogue à la consommation d'alcool, à des agressions sexuelles, à une situation trop précaire pour pouvoir éduquer un enfant dans de bonnes circonstances. Ça peut être aussi tout simplement... Donc, ça c'est vraiment lié on va dire, à la paternité plutôt qu'à l'enfant. Et après, il y a aussi le côté enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants avec des énormes troubles, que ce soit des troubles de l'attention, TDAH, un peu comme ce qu'on a vu malheureusement avec Louis, qui sont, on va dire, compliqués à gérer au quotidien, d'autant plus quand on a un travail, ce qui est le cas de beaucoup de Français actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'ils partent le matin à 8h et ils reviennent à 18h. Sauf que la plupart des enfants qui sont du coup à l'aide sociale à l'enfance ne peuvent pas être scolarisés dans des structures classiques. Donc, ils sont scolarisés à l'ITEP, sauf que l'ITEP, en fait, ça s'arrête à partir d'un certain âge. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'enfant doit être mis dans un cursus scolaire classique. Et donc, en fait, l'aide sociale à l'enfance vient comme la solution qui est apportée aux parents qui se retrouvent dans ce type de difficultés. Donc, déjà, ce sont des enfants... Ça dépend après à chaque cas, évidemment, mais c'est des enfants parfois qui peuvent être placés très tôt à l'aide sociale à l'enfance. Donc là, on parle quand même de 3 ans. Hein. Même, il y a des pouponnières aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet, les pouponnières, parce que c'est une autre structure, c'est différent, c'est géré d'une autre façon. Mais à partir de 3 ans, en fait, on peut retrouver... de 3 à 5 ans, on peut retrouver des enfants dans des structures qui les encadrent relativement. Mais par contre, à partir de, on va dire, de 10 ans, là, ça devient autre chose. Ils ont... Comment dire ? Ils vont avoir un peu plus d'autonomie. Et après, pareil, quand ils vont avoir 13 ans, en fait, il y a vraiment des tranches d'âge qui sont gérées d'une façon différente en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Et typiquement, en fait, vu que ce sont des enfants qui vont arriver, imaginons, à l'adolescence. Donc, on sait déjà que pour un enfant, la crise d'adolescence... elle est difficile déjà quand on vient d'un milieu dit classique. Là, en plus, on va donc mettre un enfant dans un foyer avec potentiellement, ça dépend ça aussi, c'est soit des dortoirs, soit des mini-appartements. Donc des mini-appartements, ils n'ont pas de kitchenette, c'est vraiment juste la chambre avec toilette et salle de bain. Donc, clairement, une vie d'adulte. C'est-à-dire que c'est une vie d'adulte. Ils sont censés être encadrés, sauf que les éducateurs... Il y a un gros manque d'effectifs, donc ça veut dire qu'ils ont moins de temps pour s'occuper au cas par cas des enfants. Et surtout, en fait, ils ont la liberté totale de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont accès à leur téléphone portable, donc à Internet. Donc, ils peuvent aussi sortir, parce que ça aussi, c'est une phrase que j'ai trouvée complètement lunaire, mais que j'ai entendue dans tous les témoignages. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une maman que j'ai eu au téléphone qui m'a parlé de son fils qui est placé à l'aide sociale à l'enfance. Elle me disait, mais quand je lui demandais pourquoi est-ce qu'il fuguait et pourquoi personne ne l'arrêtait, l'éducatrice lui a répondu, c'est pas une prison. Donc déjà, en fait, on se rend compte que le cadre qu'ils devraient avoir chez leurs parents en leur disant, non, mais voilà, samedi soir, tu sors jusqu'à 21h, je sais pas, je dis ça au hasard, il n'existe pas. Donc ça veut dire que à 14 ans, on peut avoir des enfants qui sortent de façon libre de l'aide sociale à l'enfance, qui vont en boîte, qui vont commencer à faire des fréquentations qui ne sont pas forcément bonnes, qui vont commencer à consommer de la drogue, de l'alcool, etc. Et en plus, lié à tout ça, l'accès au téléphone aussi, c'est pareil. Quand on a accès aux réseaux sociaux, donc potentiellement aussi à du contenu pornographique, évidemment, ça va créer des problèmes pour la suite. Donc, tout ça, en fait, ça crée un environnement super fragile pour un enfant qui vient potentiellement d'une famille avec des gros traumatismes. Et du coup, ce qui va faire que ils vont être attirés par ce qui est mauvais. Donc, la drogue, l'alcool, la prostitution. Et aussi, voilà, comme je disais là, il y a aussi beaucoup de précarité dans ces familles-là. Et du coup, il n'y a pas d'argent. Donc, l'argent, il devient facile quand on se prostitue. Et c'est assez terrible, mais c'est comme ça. Ouais.
Et puis, malheureusement, l'ASE devient aussi un vivier pour les proxénètes. Parce que, absolument. Avec tout ce que tu expliques, ce sont des enfants démunis, sans surveillance, c'est des proies ultra faciles. Et il y a nombre d'études qui prouvent en fait que maintenant, le proxénétisme, la prostitution, rapporte tout autant que le trafic de drogue. Donc, en fait, ils ont des jeunes à disposition. Dans le magazine, il y a des histoires de gamines qui ont été séquestrées dans des Airbnb. Vraiment des choses... ce sont des gamins laissés à la merci de tous. Donc, c'est très facile, en fait, d'aller les recruter et de leur faire miroiter de l'argent facile. Et malheureusement, ce sont des proies faciles. Oui, et d'autant plus aussi, il me semble, alors peut-être que tu vas m'en corriger, Lauriane, mais il me semble que quand c'est moins risqué de se prostituer que de vendre de la drogue. Oui, clairement, je sais plus exactement si c'était par rapport à une loi, j'avais vu ça, mais en gros, du coup, c'est vrai que c'est moins risqué, pour le prostitué, donc la personne qui se prostitue, mais aussi pour le proxénète. Et surtout, en fait, moi, je pense surtout à Jessie, donc qui a déjà témoigné à notre antenne. Elle, son fils, ça a été hyper radical, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'aide sociale à l'enfance parce que trouble, etc. Enfin, vraiment un lourd passé. Et à la base, elle pensait le mettre qu'un mois ou deux, le temps de son burn-out. Enfin, ça fait 5 ans qu'il y est maintenant, mais bon. Ça, c'est un autre sujet, mais en gros, il a eu accès à Snapchat. Au final, il y a un proxénète qui l'a approché, sauf qu'il ne savait pas que c'était un proxénète. Il s'avère que cette personne l'a violé. Il s'est fait violer par 10 hommes pendant un week-end. Et à partir de ce viol, il a commencé à se prostituer. Donc ça veut dire que le traumatisme qu'il a vécu l'a amené à la prostitution, à l'argent facile, et il avait 14 ans. 14 ans, et c'est assez fou, mais il expliquait à sa maman qu'il avait réussi en un an à embaucher 80 000 euros. C'est de la folie. Et en fait, évidemment que quand t'as 14 ans, tu te rends compte que ton corps peut t'offrir, entre guillemets, si je peux dire, te permettre, on va dire plutôt, d'avoir autant d'argent. Évidemment que ça a un impact. Et là, maintenant, aujourd'hui, Jessie, la maman, elle m'expliquait que elle garde espoir, mais c'est vrai qu'elle me dit c'est pas le même homme, c'est pas le même garçon. En plus, c'est un garçon, donc ça aussi, c'est quelque chose ça existe aussi chez les garçons. Il y a évidemment énormément de filles qui le font, mais ça existe chez les garçons, et en plus, c'est encore plus prisé parce que rare. Donc en fait, c'est un vrai cercle infernal. Et voilà, donc non, t'as raison, c'est totalement un vivier. Et malheureusement, après, c'est des gens, pour les insérer dans la société, c'est très compliqué. Voire impossible. Il y a plein de cas, on l'a vu aussi dans l'affaire Louis, où les parents se disent que le placement va être temporaire. On propose de placer l'enfant à l'ASE. Les parents estiment que c'est une aide institutionnelle. Et en fait, le juge n'a pas obligation de revenir sur cette ordonnance de placement. Donc, en fait, s'il décide de ne pas suivre le dossier, on peut placer un gamin et il peut rester placé jusqu'à sa majorité. Et je pense que c'est un vrai angle mort de la loi. Exactement, et c'est ce qui s'est passé avec Jessie, c'est-à-dire qu'elle l'a placé à l'aide sociale à l'enfance. C'était quand il avait donc 13 ans. Elle s'était dit, je vais le placer pendant 2 mois, le temps que je puisse me reposer, parce que vu que c'est quelqu'un qui a des gros troubles, c'était compliqué de l'avoir à la maison en même temps que le travail, etc. Et en fait, elle l'a jamais récupéré. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le petit, il a 17 ans, il est toujours à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as pu avoir des informations là-dessus, mais il y a quelque chose de très violent aussi. C'est que par contre, il me semble que les enfants placés à leurs 18 ans, par contre, ils sont lâchés dans la nature. Ouais. Est-ce que tu as eu des témoignages Absolument. par rapport à ça? Alors, j'ai pas eu de témoignages, mais j'ai du coup, en parlant avec des personnes qui étaient placées à l'aide sociale à l'enfance et des personnes qui ont leurs enfants qui étaient placés, et oui, ils expliquaient qu'ils étaient complètement lâchés dans la nature, c'est-à-dire que voilà... En gros, c'est assez cru, mais ce que m'a expliqué une maman, c'est que quand on place son enfant à l'aide sociale à l'enfance, son enfant, à l'aide sociale à l'enfance, ça veut dire qu'il a un toit, donc literie, à boire et à manger. Et il peut se laver, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est le strict minimum. Et elle me disait, en fait, c'est quasiment, pas comme une prison, mais... En gros, c'est vraiment le strict minimum, et après, il fait ce qu'il veut de sa vie. C'est les besoins vitaux qui sont assurés. Ça, exactement. Il n'y a aucun suivi psychologique, aucun suivi pédagogique, il n'y a pas de scolarité imposée, ça c'est pareil. C'est-à-dire que je lui ai demandé à Jessie, je lui ai dit, mais du coup, ok, il peut sortir le soir et faire un peu ce qu'il veut, et au niveau de l'école, comment ça se passe? Il m'a dit déscolarisé totalement. C'est un peu s'il voulait y aller à l'ITEP ou pas, enfin, c'était un vrai chaos, et en fait, on se rend compte que voilà, il y
il y a rien, il y a aucune structure, tout est défaillant, dysfonctionnel, enfin c'est vraiment hallucinant, quoi. Et donc on laisse ces enfants comme ça avec aucun suivi, juste les besoins vitaux assurés. À 18 ans, ça s'arrête, ils sont mis dehors. Ouais. Et donc c'est des enfants sans diplôme, avec des conditions de vie hyper précaires, avec beaucoup de prostitution. Et par contre, à 18 ans, ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on réalise que ces enfants sont bien plus en danger presque quand ils sont placés qu'avant leur placement. C'est-à-dire, on avait lu, je pense, tout le témoignage émouvant de la mère de Louis dans le JDD. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle disait, quand son fils fuguait, elle appelait l'ASE, elle se rendait compte que c'était silence radio sur ses fugues, qu'elle avait dû en fait se rendre à la gendarmerie elle-même pour signaler une disparition inquiétante. Dans l'affaire Louis, il y a eu quand même pas mal de dysfonctionnements qui ont amené à ce qu'il se fasse aussi lynchés à mort par d'autres enfants aussi qui étaient placés. Absolument, et on peut parler de semaines. Moi, je sais que voilà, en recueillant les témoignages, notamment celui de Marie-Julie et de Jessie, parce que là, c'est les plus récents qui me viennent en tête. Jessie, elle m'a dit, mais Alice, parfois, pendant une semaine, j'avais pas de nouvelles de mon enfant. Je ne savais pas où il était. Et l'aide sociale à l'enfance ne répondait pas. Elle a envoyé, j'ai lu des mails, elle m'a montré les appels manqués. Enfin, vraiment, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'elle faisait tout pour pouvoir savoir où était son fils, sachant qu'en plus, comme nous, mais on est tout le temps accroché à notre téléphone. Donc, ça veut dire que s'il répond pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il s'avérait que du coup, il était en train de se prostituer en Belgique, par exemple, ou à Marseille, ou dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que, et du coup, l'aide sociale à l'enfance le savait et ne disait rien. Il voulait pas en fait se mettre en porte-à-faux. Je ne sais pas si vous avez vu passer la proposition. Alors, c'est le député, je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est Falcon, il me semble. C'est un député RN. Il propose de mettre l'ASE sous tutelle de l'État, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble être une idée bienvenue. Ah bah oui, complètement. Moi, je pense... Mais il y a quelqu'un aussi qui a demandé une commission d'enquête. Je ne sais plus quel député a demandé ça. Ça serait vraiment en urgence, la mise sous tutelle me paraît... Non, c'est clair. Mais mais quand je parle avec avec les mamans, elles pensent qu'il faut carrément supprimer l'aide sociale à l'enfance, parce qu'avant il y avait la DAS aussi qui était renommée l'aide sociale à l'enfance, et c'était tout autant dysfonctionnel. Oui, c'est l'ASE, la DAS, c'est l'ancêtre. Mais en fait, ils ont fait un petit peu la même chose qu'ils ont fait avec Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils ont changé le nom, ils n'ont rien changé à la structure, à une potentielle amélioration, juste voilà pour dire il y a un renouveau, mais en fait on reprend les mêmes et on recommence, et c'est même parfois pire. Donc bon. J'avais vu aussi dans le magazine un témoignage assez émouvant d'une maman qui disait qu'elle avait placé donc son enfant à l'ASE, et en fait cet enfant se retrouvait alors il y a l'exposition bien sûr à la drogue, à la prostitution, mais c'est vrai aussi qu'ils sont très exposés au viol par des enfants aussi plus âgés. Elle avait expliqué avoir placé sa fille donc à l'ASE parce qu'elle avait plus trop le choix, elle avait des problèmes avec le papa, et donc on se retrouve avec des enfants qui sont en fait violés par d'autres enfants plus grands. Et bien évidemment, là, il y a aussi une grande négligence et on ne s'intéresse pas beaucoup à ces cas. On n'écoute pas beaucoup les enfants. Je ne sais pas si vous avez même des exemples à citer, des témoignages que vous avez recueillis à ce propos. Oui, absolument. Juste avant qu'on commence ce tournage, j'étais au téléphone avec donc une jeune femme qui a accepté de témoigner pour nous. C'est une jeune femme qui est maintenant complètement insérée dans la société, qui s'exprime vachement bien, qui est vraiment top. Mais elle a eu un passé familial hyper lourd avec plusieurs frères et sœurs. En fait, les parents n'étaient pas en capacité de pouvoir les accueillir et de les éduquer de façon correcte. Donc, ils ont été tous placés à l'aide sociale à l'enfance. Elle m'a expliqué, par contre, j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que je suis restée dans le même foyer que mes frères et sœurs. Sauf que il s'avère qu'un de ses frères a été abusé par le grand-père de cette fille, enfin, leur grand-père. Et par apparemment le papa aussi. Donc voilà, la grande sœur, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée porter plainte. Elle a accompagné son petit frère. Classement sans suite. Alors que la jeune fille a été pourtant témoin. Il y a des analyses psychologiques, des analyses médicales. Il y a les plaintes, les témoignages. C'est sans suite. Enfin, c'est de la folie. Et en plus, surtout, il s'avère que ce garçon est encore jeune. Alors, à l'époque des faits, il avait 7 ans et maintenant, je crois qu'il a 10 ans. Mais du coup, il doit être encore sous la garde de ses parents s'il n'est pas dans l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, la maman, c'est un peu un conflit, mais la maman veut absolument récupérer son fils, le papa aussi. L'aide sociale à l'enfance ne veut pas les laisser ni à l'un ni à l'autre. Donc, en fait, c'est une guerre absolument atroce. En plus des sévices sexuels qu'il a subis, il voit sa famille se déchirer et
et en plus, on ne le croit pas. Enfin, je me dis là, c'est la triple peine, c'est complètement dingue. Et des cas comme ça, il y en a des centaines de milliers. Enfin, vraiment, il y en a des centaines de milliers. J'ai eu plein de mamans au téléphone aussi qui m'ont expliqué que leur fille était abusée par le papa et que, pareil, c'était classé sans suite par manque de preuves, alors que pourtant, il y a des enregistrements audio de la fille, qui se plaint d'avoir mal aux fesses ou j'en sais rien, aux parties génitales. Il y a, pareil, des analyses médicales qui sont mises en place et pourtant, il se passe rien. Et le papa sont en liberté. Parfois même, ils ont le droit de visite et la garde. Et ce qui est aussi dingue, c'est qu'il y en a certaines qui expliquent qu'elles se battent judiciairement et quotidiennement pour pouvoir récupérer la garde de leurs enfants parce qu'elles l'ont perdue, parce que le juge a estimé que la maman était hystérique, qu'elle était trop protectrice. Ça arrive beaucoup, ça. Et, mais c'est dingue, enfin, c'est complètement dingue. Et c'est vrai que je le savais parce que j'avais déjà vu, je pense un peu comme vous, sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui prennent la parole, mais c'est vrai que quand on l'entend nous-mêmes, qu'on rencontre les personnes, ça a quand même un impact différent. Et c'est d'autant plus surprenant. Et en fait... j'arrive pas à comprendre. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a une présomption d'innocence. Tout le monde a ce droit en tant que Français. Mais bon, quand il y a des preuves accablantes, j'avoue que là, pour le coup... Mais la situation française est remontée jusqu'à l'ONU. J'ai fait un article là-dessus dans le MAG. Et carrément, l'ONU a épinglé la France pour le traitement qu'on réservait aux mères protectrices. En fait, il y a souvent des mères qui dénoncent les sévices sexuels que leurs enfants subissent, souvent par le père. Et en fait, elles se rendent compte que le système se retourne contre elles. Elles perdent la garde de l'enfant. Parfois, la garde est confiée au père. C'est elles qui sont poursuivies judiciairement, et il y a des cas où on les a emprisonnés. Il y a même un cas je pense à Priscilla Majani, elle est partie vivre en Suisse pour protéger son enfant, et en fait on les emprisonne. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas présenter l'enfant à la garde du père, et donc du coup ça se retourne contre elles parce que c'est un délit de ne pas avoir présenté l'enfant pour que le père le garde, et donc du coup c'est elle qui se retrouve en prison, et ça c'est assez horrible, et les cas français remontent jusqu'à l'ONU. Non, complètement. Et c'est vrai que j'avais eu des mamans aussi qui m'ont expliqué, en fait, Anaïs, je vais partir, je vais prendre mon enfant et je vais quitter la France. Ça aussi, c'est un délit. Ouais, voilà. Ouais, mais bon. Non-présentation de l'enfant, c'est comme ça qu'elles se font avoir. Hein. Ouais, mais c'est une maman, c'est ce qu'elle m'expliquait. Pour faire un petit peu la chronologie de cette histoire, c'est il y a eu violence conjugale. La maman a porté plainte, ils se sont séparés. À partir du moment où ils se sont séparés, le papa a commencé à abuser de la petite. Donc la maman a porté plainte. Le papa avait interdiction de voir la petite pendant, je sais plus combien c'était exactement, je prends des bêtises, mais je crois que c'était 6 mois. Au bout de 6 mois, le papa a fait une réclamation en disant non, mais je suis innocent, j'ai envie de voir mon enfant. Et en fait, petit à petit, la juge a accepté que le papa puisse avoir des rencontres médiatisées, donc c'était à hauteur de 1 heure toutes les 2 semaines, ce qui est très peu. Hein, donc là, la maman elle disait bon voilà, c'est médiatisé, donc je peux pas dire grand-chose, sauf qu'en fait, il s'est avéré que petit à petit, il arrivait à avoir de plus en plus de droits. Il montrait qu'il était de bonne foi, qu'il se comportait bien, qu'il travaillait. En fait, vraiment, il faisait tout, et il était accompagné par une association aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en fait, petit à petit, la maman, elle commençait à s'inquiéter parce qu'il avait de plus en plus de droits et de liberté sur sa fille. Et il commençait du coup à refaire un petit peu des sévices. Alors, beaucoup moins violents que ce qu'il avait vécu, ce qu'il a fait vivre à la petite quand il avait sa garde officielle. Mais ça commençait à être des petites caresses, etc. Et donc, la maman, elle s'est directement alertée. Elle a fait non, ça recommence, c'est pas possible. Elle a arrêté ses visites, et c'est avéré que la juge, du coup, comme c'est un délit, comme tu viens d'expliquer, Lauriane, a dit non, en fait c'est pas possible, on va retirer la garde à l'enfant parce qu'elle est hystérique, elle ne comprend pas que le papa est en train de faire tout pour être le plus correct possible pour pouvoir voir son enfant, que c'est quelqu'un de bien intentionné. Et en fait, petit à petit, elle a perdu la garde pendant que le papa recommençait à gagner la garde de l'enfant. Aujourd'hui, donc on est en juin, et la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était en mai. Ça s'est passé en décembre 2025, et de décembre à mai, elle n'a pas pu voir sa fille. Et là, la fille est chez le papa. C'est abominable. C'est abominable. Et j'avoue, je salue, d'ailleurs, je pense qu'elle va regarder la vidéo, je salue cette personne qui est d'un courage absolument extraordinaire, parce que elle a perdu son job. Elle a un suivi psychologique lourd, parce que, évidemment... je pense que quand tu vis ce genre de choses, en fait, je sais pas comment tu dors, comment tu manges. Je pense que c'est quasiment, tout est chamboulé. Mais elle se bat. Elle se bat, et elle était d'ailleurs très contente d'avoir pu en parler avec nous. Donc voilà, je la félicite encore une fois.
C'est vrai que Frontières donne la parole, on va dire, à ces victimes depuis quelques jours. C'est vrai que, par exemple, on a porté toute l'affaire Louis, où au début, dans la presse quotidienne régionale, il parlait même de Rix, alors que c'était un véritable lynchage à mort. On remercie ces familles aussi qui nous accordent leur confiance, évidemment. Et c'est vrai que dans ce magazine aussi, on a un autre volet qui concerne la pédocriminalité, c'est-à-dire, on en a déjà parlé un peu en début d'émission, mais le périscolaire, avec 132 animateurs suspendus. C'est vrai qu'on va dire que dans cette histoire qui dure depuis déjà très longtemps, même si le scandale a éclaté vraiment en avril dernier, on ne sait pas vraiment qui est responsable. Est-ce que c'est la mairie de Paris, les écoles elles-mêmes qui n'ont pas été peut-être à l'écoute des enfants, de leurs témoignages? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que ça fait depuis 2015 qu'il y a eu ce fameux rapport. Et pour moi, ça a été quand même un petit peu le moment de bascule. C'est-à-dire que tous les politiques qui étaient présents à ce moment-là, en tout cas qui étaient au pouvoir à Paris, ont choisi de fermer les yeux. Et à partir de ça, dans tous les cas, ils tiennent une responsabilité, c'est certain. Il y a aussi les recrutements, de ce que j'expliquais, donc des animateurs. Donc les recrutements, mais... En fait, j'en parlais tout à l'heure avec un de nos invités et il m'expliquait qu'en fait, le problème, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de responsabilités sur l'institution en elle-même, mais il y a aussi des personnes qui gravitent autour qui ne veulent pas en parler parce que sujet trop sensible, sujet trop tabou, on ne croit pas les enfants, on ne veut pas aller porter plainte parce que en fait, on pense que les enfants vont oublier et... Je pense qu'il y a évidemment des gros responsables qui sont pour moi la mairie de Paris et le système éducatif, mais il y a aussi potentiellement les animateurs qui ne sont pas les auteurs des faits, qui ont peut-être vu ou entendu des choses et qui ont préféré se taire aussi. Et je pense aussi... ma maman est instit, donc voilà, mais je pense aussi malheureusement qu'il y a des instits qui peuvent être complices de ce type de faits. Et non, ouais, c'est... Bon, et puis il y a évidemment une partie de la justice. Quand on voit qu'il y a des personnes qui sont accusées de faits de violences sexuelles, je pense notamment à un animateur qui est actuellement en détention provisoire. Son fils a porté plainte contre lui pour des sévices à caractère incestueux. C'était tentative de viol et agression sexuelle. L'enfant avait une dizaine d'années à l'époque. Donc, c'était déjà dans les mains de la justice, mais par contre, l'animateur pouvait continuer à exercer son travail. Oui, c'est sûr qu'il y a une chaîne de responsabilité, c'est évident. Et concernant les solutions, la première des solutions, c'est quand même de vérifier le passé de quelqu'un quand on le recrute. Et tu l'expliquais très bien tout à l'heure, les animateurs du périscolaire, on leur demande presque rien. Tout le monde peut presque devenir animateur du périscolaire. Enfin, on parle d'enfants. Voilà, on n'est pas... on est sur un public très fragile. Je ne suis pas sûre. D'ailleurs, il y a une vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais de laisser forcément les hommes avoir accès à ce métier, est-ce que c'est forcément une bonne idée? J'en sais rien, c'est un débat, voilà. On répondra pas à cette question entre nous aussi, toutes les trois, mais il y a plusieurs débats, mais c'est surtout... Première des choses, c'est de vérifier correctement le passé des gens qu'on embauche, qu'on recrute. Donc pour moi, la première des responsabilités, c'est les recruteurs. Avant tout, il y a plein d'associations de protection de l'enfance qui alertent à ce sujet-là. Je pense à Innocence en danger en particulier, qui disent qu'en fait, c'est pas normal qu'on ne vérifie pas le passé de ces gens, tout simplement. Bon, en fait, surtout, ce que je me demande pour ces enfants et pour la suite de scandale, en fait, c'est quoi les solutions apportées? Parce qu'en fait, on voit quand même que le cas a été pris au sérieux. Enfin, on commence à écouter les enfants, on commence à écouter les parents qui alertent sur ce genre de sujet. Moi, j'avais eu un témoignage très émouvant de maman dont les enfants avaient été agressés sexuellement, voire violés dans le 11e arrondissement. Et elle disait que elles n'étaient pas écoutées, qu'on leur proposait des solutions, un suivi psychologique, mais elle disait que c'était très compliqué aussi pour les enfants de leur faire suivre... surtout que les enfants sont très jeunes, à 3 et 4 ans, parce qu'en fait, ça leur faisait réaliser aussi tout ce qui s'était passé, la gravité des faits. Et en fait, de manière plus générale, quelles sont les solutions apportées? Alors, on voit qu'ils proposent des commissions d'enquête, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a un réseau, peut-être? Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? J'ai assisté à une réunion d'information dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, c'est là où Lucie Castet, de la France Insoumise, est maire.
Et donc vraiment, c'était dans une salle, on devait être une centaine de participants. Donc il y avait des parents, des enfants, des personnes comme moi qui venaient pour écouter ce qui allait se dire. En face de nous, on avait 6 personnes qui faisaient partie de la mairie, dont la maire. Il y avait un directeur de la DASCO. Il y avait d'autres personnes qui gravitaient autour, en tout cas, de Madame Castet. Et en fait, c'était assez impressionnant parce qu'il y a eu un état des lieux qui a été fait de ce qui s'était passé. Mais à aucun moment, il y a eu le mot violence qui a été prononcé. Et en fait, moi, en écoutant ça, vraiment, je me suis dit, mais en fait, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris du tout. Les parents, s'ils sont là, c'est pour savoir ce qui s'est passé au niveau des violences sexuelles qui auraient pu être subies par leurs enfants. Et en fait, on n'arrive même pas à prononcer ce mot. Donc déjà, moi, je pense qu'à ce niveau-là, les parents... Enfin, de toute façon, moi, je l'ai vu. J'ai des parents qui sont partis avant la fin de la réunion, des parents qui commençaient à s'énerver, à soupirer. Il y en a certains qui pétaient des câbles, tout simplement, parce que, en fait, quand tu as face à toi un mur aussi haut et fort, alors que toi tu veux juste savoir si ton enfant peut être en sécurité, c'est absolument c'est insupportable, en fait, tout simplement insupportable. Et tu peux pas, donc ça veut dire que tu peux pas avoir confiance dans les institutions, tu peux pas avoir confiance dans la politique, dans la politique de la maire de ta ville. Enfin, c'est absolument horrible. Et il y a quelque chose dont je discutais tout à l'heure avec un papa. Et il m'a dit, en fait, la solution, c'est de faire l'école à la maison. J'allais en parler, j'allais le mentionner. Mais en fait, et c'est vrai. Et je me suis dit, mais en fait, quand t'as pas d'autre solution, parce que là, on parle... Alors, ça s'est passé quand même beaucoup dans le public, mais ça se passe aussi dans le privé. On ne peut pas... Ça se passe partout. Et ça se passe, oui, partout, absolument. Mais du coup, le papa me disait, mais en fait, c'est interdit en France. Mais franchement, si on pouvait le faire, en tout cas, moi, ma femme le ferait et ça serait la meilleure solution parce que ils sont trop exposés. Et il me disait, moi, je fais des cauchemars parce que on entend beaucoup de choses, etc. Il m'a dit, évidemment, je vais acheter votre magazine parce que j'ai besoin de savoir. Mais il me dit, mais en même temps, lui, il a 3 enfants, ce papa. Et il m'expliquait, mais c'est-à-dire que moi, hors de question que mes enfants aillent au périscolaire. Il me dit, moi, je mettrai tout en place pour qu'il arrive et qu'il rentre dans la salle de classe, que je connaisse la maîtresse et qu'après, je vienne le récupérer ou que ma femme vienne récupérer l'enfant et qu'en fait, il rentre à la maison. Et tout doit s'adapter, en fait. Ça doit être très dur pour les parents parce qu'il y a toutes ces révélations dans un moment où, en France, on a durci les règles pour faire l'école à la maison. Ouais. Ça fait 2-3 ans, en fait, que ça devient pratiquement impossible de faire l'école à la maison, malgré le fait qu'il y ait de très bons résultats. Je crois que c'était en 2022, le premier bachelier de France, il avait fait l'école à la maison. Enfin bref. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc, les parents sont pris en étau et vraiment, ça doit être très difficile pour eux. On parlait justement donc des responsabilités, savoir si c'était malheureusement les instituts, les écoles, la justice elle-même, la mairie de Paris. On a un autre cas aussi dans notre magazine qu'on analyse, c'est celui de l'affaire Liana et surtout tout ce qui en a découlé. Par exemple, des 70 000 plaintes qui doivent être réexaminées. C'est ce grand projet, on va dire, de Gérald Darmanin suite à cette affaire dramatique. Est-ce que selon vous, c'est vraiment faisable? Beaucoup disent que non, même certains hauts cadres le disent eux-mêmes, surtout. Alors, Gérald Darmanin, il a été auditionné il y a 2 jours à l'Assemblée nationale, et il a dit en audition que sur les 88 000 plaintes qu'il a désormais eues à sa connaissance, il y en a 7 400 dont on connaît l'auteur présumé, dont on sait que les enfants sont encore des enfants et qu'il s'agit de crimes sexuels. Donc, il lui dit en tout cas que la justice française est capable d'étudier 7 500 plaintes qui concernent les crimes sexuels sur mineurs. Donc, je pense qu'effectivement, sur ces 88 000 plaintes, c'est complètement impossible de le faire jusqu'au 14 juillet. Ça veut dire, ça c'est Béatrice Brugère qui l'expliquait, la magistrate qui l'expliquait sur CNews, ça veut dire quelques secondes par plainte, c'est impossible. Mais je pense qu'ils vont prioriser les 7 500 plaintes, voilà, comme j'expliquais, où on sait que c'est encore des enfants et on sait que les enfants sont maintenus dans une situation abusive. Donc on va voir, mais c'est sûr que la justice porte une énorme responsabilité à ce sujet. Mais j'avais lu, alors je sais plus qui avait rédigé ça, mais qu'en gros, par rapport au nombre de magistrats qui étaient affectés à la protection des mineurs, il faudrait pour chaque magistrat 4 mois exclusivement en travaillant 10 heures par jour
à chaque magistrat pour qu'on puisse accomplir ce que Gérald Darmanin a dit. Alors que c'est impossible, c'est clairement impossible. Parce qu'il a donné... très compliqué. Oui, c'était un délai de... Et puis en fait, c'était ça. Il expliquait, toi tu parlais de secondes tout à l'heure, mais il expliquait, cette personne expliquait que c'était 4 mois, 10 heures par jour, avec maximum 5 heures de travail par dossier. Sachant qu'il y a des dossiers qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Donc en fait, on ne peut pas savoir, on ne peut pas jauger exactement. Mais il disait, si on prend le strict minimum, 4 mois. Donc ça voudrait dire que ça arriverait en septembre. Mais d'ailleurs, il y a un premier rapport un pré-rapport d'ailleurs, qui a été rendu public. Il y en a un deuxième qui devrait sortir justement au niveau du 14 juillet. Et après, il y en a un autre qui devrait être le dossier final en septembre. Et là, du coup, j'espère qu'on aura des réponses parce que pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. On ne sait pas exactement comment ça se passe, qui fait quoi, etc. Alors, tu as donné quelques éléments, mais c'est vrai que ça reste relativement flou. Oui, c'est sûr. Toi, Anaïs, tu es allée notamment sur des manifestations tous les lundis, Place Vendôme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, quelles sont les revendications aussi des personnes présentes? Alors oui, donc la Place Vendôme, pour les non-parisiens, c'est au niveau du ministère de la Justice. Donc vraiment le ministre de la Justice qui est là-bas. Donc ça fait depuis un peu moins d'un mois maintenant. C'était par rapport à l'affaire Liana qui a commencé à avoir des rassemblements pour soutenir les personnes, les victimes d'agressions sexuelles, notamment les enfants. Donc ça a commencé à ce niveau-là et depuis tous les lundis, donc à partir de 19h jusqu'à 20h30 à peu près, il y a plusieurs associations qui se rejoignent, dont la Fondation des femmes qui est quand même... on va dire la plus exposée et la plus impactante médiatiquement, qui réunit du coup donc pas mal de personnes qui veulent juste soutenir donc les personnes qui ont été victimes, mais aussi qui demandent à ce qu'il y ait la loi intégrale qui soit mise en place. La loi intégrale, c'est une loi en fait c'est une coalition de plusieurs associations féministes, si je me trompe pas, Lauriane, peut-être que tu pourras me corriger, mais qui ont demandé à ce qu'il y ait à peu près 70 recommandations pour la prévention d'agressions sexuelles sur les mineurs, mais aussi sur les femmes. Je crois que ça englobe un petit peu toutes les agressions qui peuvent être subies en France, avec un accompagnement psychologique, de l'aide aussi financière par rapport à certains soins médicaux, un remaniement aussi de la justice, de certaines lois. Donc ça fait déjà plusieurs mois, voire années, je crois qu'elle a été proposée cette loi. Et puis il y avait une commission d'enquête. Exactement, ouais, c'est ça. Alors pour le coup, le gouvernement a dit que ça allait être retravaillé. Mais voilà, donc en fait il y a cette loi qui demande que les manifestants en tout cas demandent à mettre en place et globalement la population qui vient, donc il y a des hommes, des femmes, les parents viennent avec leurs enfants, il y a pas mal de pancartes qui comment dire, qui interpelle, si je peux dire ça de façon polie, qui interpelle Gérald Darmanin, l'ancien garde des Sceaux aussi, comment il s'appelle, notre cher Éric Dupond-Moretti. En fait, ils essayent d'interpeller les politiques avec des pancartes qui vont aussi parler de certains chiffres. 1% des dépôts de plainte ont donné suite à une condamnation sur des agressions sexuelles ou des viols sur mineurs. 1%, c'est hallucinant. Et puis ils sortent certains chiffres aussi, c'est 160 000 enfants sont abusés sexuellement par an en France. En fait, il y a toutes ces revendications qui sont là, il y a beaucoup de victimes qui viennent aussi, donc des victimes pour la plupart de viols. Il y a aussi certaines célébrités qui sont venues, il y a eu notamment Flavie Flament. Il y a eu Bruno Solo, il y a pas mal de personnes qui viennent simplement en soutien, qui prennent un petit peu la parole, mais qui restent quand même dans l'ombre, et ce que je trouve plutôt humble de leur part, qui viennent juste en soutien. Je sais qu'il y a eu aussi Karine Le Marchand qui avait fait quelques prises de position à ce sujet. Mais voilà, et c'est assez impressionnant parce que donc là, il y a déjà eu 3 rassemblements. Et toujours le même nombre de personnes, on parle d'un petit millier à chaque fois. Donc voilà, c'est pas non plus gigantesque, mais c'est bien et c'est les mêmes personnes qui reviennent et qui, en tout cas, sont déterminées pour apporter leur soutien aux victimes. Et est-ce que tu as l'impression que pendant ces manifestations, c'est apolitique ? C'est-à-dire que c'est tout... Non ? Alors... Non, je pense. Alors, déjà, la Fondation des femmes, c'est connoté à gauche et c'est de gauche. Il y a pas mal moi en tout cas, des personnes que j'ai pu interviewer, quand même beaucoup de gauchistes. C'est dommage parce que la question des enfants doit rester apolitique. Hein, ça concerne la droite, la gauche, le centre. Absolument. Et au niveau des médias, franchement, c'est à part nous, il n'y a pas grand monde. J'ai vu RTL, je crois.
mais pas grand monde non plus, hein. C'est surtout en fait des personnes qui vont relayer les vidéos qui vont être qui vont être publiées sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup SOS Périscolaire aussi qui vient. SOS Périscolaire qui vient très régulièrement, et d'autres associations qui gravitent. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Moi et mes enfants, qui est une association qui concerne la monoparentalité, comment accompagner les mamans, qui est une super association d'ailleurs. Et voilà. Et ces personnes viennent principalement donc se plaindre des défaillances de l'État vis-à-vis de la pédocriminalité, je suppose. C'est toi, Lauriane, je crois, qui a enquêté ou qui a expliqué en tout cas les défaillances de l'État, notamment dans l'affaire Liana. Si tu veux nous en parler un peu, même nous parler d'autres articles qu'on peut retrouver dans le magazine que tu as écrit. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qui dysfonctionnait en France et pourquoi, en fait, c'est au niveau de la justice surtout, pourquoi ces affaires sont aussi mal traitées. Et je pense que c'est à la fois des problèmes judiciaires, des problèmes de culture, des problèmes de politique qui s'enchaînent mais qui mettent pas les moyens. Je reviens notamment sur l'affaire Outreau, qui est un petit peu pour moi le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en France, on a pris l'habitude depuis cette affaire-là de ne pas écouter les enfants. Et on a pris l'habitude de contredire leurs paroles, et au lieu de les croire, d'appliquer ce qu'on appelle un principe de précaution, de les protéger et ensuite peut-être de voir s'ils mentent ou pas. On part du principe que les enfants sont des menteurs ou qu'ils exagèrent. Et ça, c'est vraiment un problème très français, je pense. Et je pense qu'il faudrait faire l'analyse de ce qui s'est passé à Outreau, des années après, pour comprendre un petit peu les conséquences qui continuent de se produire au niveau des justices. Je reviens pas mal aussi sur la Ciivise, qui a été mise pourtant en place sous Emmanuel Macron en 2021. C'est une commission pour lutter contre l'inceste. C'est une commission qui avait été très efficace, qui avait recueilli plus de 30 000 témoignages de mamans protectrices, d'enfants qui se mettaient à parler, qui se sentaient écoutés par une instance qui représentait le gouvernement en tout cas. Et malheureusement, cette Ciivise est complètement délaissée. Le juge qui était à sa tête, qui est le juge Édouard Durand, qui est un très bon magistrat, qui fait un travail super au niveau des enfants, a été remercié de ses fonctions, et depuis, le travail de cette commission est complètement à l'arrêt. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, en fait, le problème principal, moi, que je vois, c'est qu'en fait, on ne croit pas les enfants. On ne croit pas la parole de l'enfant, elle est remise en cause, elle n'est pas du tout sacralisée en France, et je ne sais pas ce que ça dit de nous au niveau de notre société. Je pense qu'il y a vraiment un problème, et je pense que tant qu'on n'aura pas répondu à cette question de pourquoi on ne croit pas les enfants, on pourra pas avancer, quoi. Et juste par rapport à l'affaire Outreau, alors moi je la connais un petit peu, mais peut-être est-ce que tu peux développer C'est au début des années 2000, en fait, il y a eu les 4 enfants, les enfants de Myriam Badawi et les enfants d'Elé. En fait, ils ont commencé à se plaindre une fois qu'ils ont été placés de viol. Ils ont commencé par accuser leurs parents, et en fait, ils ont fil de l'eau, ils ont accusé leur entourage, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un réseau autour de cette affaire. Et il y a eu plusieurs procès. Il y a eu un procès en première instance, un procès en appel. Mais en gros, la stratégie judiciaire qui a notamment été développée par Éric Dupond-Moretti, qui était un des avocats des accusés à l'époque, ça a été de démonter en fait le témoignage des enfants. Et ça a été tellement bien fait que maintenant, il y a eu ce mécanisme en fait de ne plus croire les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, en première instance, le procès de Saint-Omer, on a placé les enfants dans le box des accusés, ce qui est assez lunaire. C'est les enfants qui étaient auditionnés, et les accusés étaient placés à l'extérieur. Et c'était à coup d'expertise psychiatrique. On redemandait aux enfants de se justifier une énième fois. C'est les enfants qui étaient à la barre. Et je pense que c'est vraiment ce moment qui a marqué la parole de l'enfant dans le système judiciaire. De toute façon, il y a des journalistes qui en parlent très bien. Je pense à Serge Garde, à Carl Zéro, qui parlent de ces affaires Outreau, qui en parleront mieux que moi. Mais moi, c'est vraiment l'angle, c'est vraiment la parole de l'enfant qui était à la barre, quoi. Et c'est vraiment là, pour moi, le nerf de la guerre. Et est-ce que tu te souviens de l'âge des enfants ? Ils étaient jeunes, ils avaient un peu plus d'une dizaine d'années, il me semble. Ils étaient très jeunes, il y en avait 4, il y en a eu plusieurs. Et ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que c'est le symbole de l'erreur judiciaire, mais les enfants étaient reconnus victimes par la justice française. Et ça, c'est complètement oublié. Ok, merci pour la petite précision.
J'ai peut-être une question un peu plus personnelle pour vous deux. Comment vous avez personnellement vécu ces enquêtes? Est-ce que vous avez été touchés par moments par certains récits? Peut-être que vous avez même un récit un peu marquant en tête. Dites-moi tout. Vas-y, Anaïs, je t'en prie. Alors, pour être tout à fait sincère, j'avoue, ça m'a beaucoup impacté. C'est quand même assez bouleversant de recueillir autant de témoignages avec des histoires plus difficiles à entendre et à vivre encore plus pour les familles les unes que les autres. Et alors, moi, j'avoue, j'ai un sommeil assez perturbé ces derniers temps. Parce qu'en fait, quand tu recueilles un témoignage, c'est vrai que déjà, tu commences à apprendre à connaître la personne que tu as au bout du fil ou que tu rencontres. Et tu crées une forme d'attachement. Il y a un lien qui se crée, surtout que c'est une partie tellement intime de ta vie, de sa vie, que forcément, moi en plus, je me considère en tout cas comme un peu empathique. Et c'est vrai que du coup, j'absorbais un petit peu les énergies, on va dire. Et surtout, tu t'attaches à la personne qui te donne le privilège de pouvoir connaître son histoire et qui est vraiment dans une détresse totale parce que moi, il y a une femme il y a deux femmes qui m'ont beaucoup bouleversée. Donc, c'était la petite la femme dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à sa fille dont elle a perdu la garde. Maintenant, mais c'est vrai que je l'ai quasiment toujours au téléphone. Tous les jours, on s'envoie des messages. J'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe parce que judiciairement, ça continue. Hein. Moi, j'ai recueilli son témoignage, mais ça continue et j'essaie de l'accompagner, évidemment, dans une certaine mesure, et dans le possible de ce que je peux faire. Mais c'est vrai que voilà, et du coup, ça a créé du lien. Il y a aussi, évidemment, je pense à Marie-Julie. Marie-Julie, dont j'ai recueilli le témoignage avec Cassandre dans le sud de la France, qui est donc la tante de Louis. Et que j'ai quasiment aussi tous les jours au téléphone. Et en fait, tu crées du lien. Donc, c'est bouleversant. Alors, c'est bizarre comme mot, mais c'est hyper enrichissant humainement. Ça permet aussi, c'est assez terrible, mais ça permet aussi de relativiser un petit peu sur ce qui se passe au quotidien quand tu vois les vies tellement difficiles que certaines personnes peuvent avoir. Franchement, ça te met une petite gifle, quoi. Tu te dis, tu vas arrêter de râler, ça va bien se passer, tu vois. T'as des personnes qui vivent des choses atroces et qui n'ont pas d'accompagnement, qui sont seuls, qui sont complètement démunis et qui, en plus, se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils doivent se battre pour pouvoir obtenir ne serait-ce que la justice. Et parfois, ils n'obtiennent pas justice. Donc, en fait, vraiment, c'est une leçon d'humanité assez impressionnante. Mais je regrette en rien. Si je devais le refaire, je le ferais 50 fois. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et voilà, en tout cas, c'est pour ma part personnelle et je suis très fière d'avoir mené ces enquêtes, en tout cas. Moi, je me suis beaucoup penchée sur les articles d'analyse et ce qui me choquera toujours, c'est la froideur de la machine par rapport à des vies d'enfants brisés, des vies de familles, des vies de mères, des vies d'enfants victimes d'abus. Vraiment, le système est très mal fait. Je le savais quand je suis rentrée à la fac de droit. Hein, la première chose que j'ai entendue, c'est le droit n'est pas juste. Mais quand on se penche sur la situation de comment on traite les enfants en France, franchement, j'ai honte. J'ai honte de la justice. J'espère vraiment que, malheureusement, avec ces horreurs de l'affaire Louis, de l'affaire Liana, l'affaire du périscolaire, j'espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience. Je pense que on n'est pas assez en colère. Je pense qu'on devrait tous être dans la rue et réclamer justice pour les enfants. Et en tout cas, je pense que les Français ont ce pouvoir de faire pencher la balance, au moins au niveau du politique. Et l'enfant doit redevenir une grande cause nationale. On va finir sur ces mots remplis de juste. On vous invite évidemment à acheter le magazine pour avoir le détail de toutes les enquêtes dont on a parlé ici. Il y en a aussi d'autres, je pense à l'affaire Epstein, je pense à l'affaire Lola aussi, qui est un peu plus détaillée, et puis des entretiens aussi d'autres personnalités publiques. Donc on vous invite à regarder tout ça dans notre magazine. C'est Pédocriminels parmi nous. Si vous avez un petit mot de fin, je vous laisse lire. On vous laisse découvrir le magazine. On sait que c'est pas des sujets réjouissants, mais il faut avoir conscience. Il faut prendre conscience de comment on traite les enfants en France. Et voilà, il faut se documenter et il faut être armé par rapport à tout ça. Il faut, oui, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit toutes les deux, mais il faut absolument prendre conscience de ce qui se passe et il faut se battre parce que les enfants, ils sont innocents.
Et ils méritent pas tout ce qui se passe. Et ça fait des décennies que c'est comme ça en France et il faut que ça bouge. Et surtout, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans certaines situations liées à la pédocriminalité, il faut en parler, il faut témoigner absolument. En parler autour de soi et essayer de s'entourer pour pouvoir combattre ce diable. Je remercie mes deux invitées qui ont très bien expliqué les sujets dont elles ont traité. Évidemment, comme je le répète, vous pouvez trouver ce magazine en kiosque, mais aussi sur www.frontieresmedia.fr. Je vous invite aussi à vous abonner pour découvrir nos futures enquêtes et aussi découvrir nos magazines en avant-première. Je remercie ceux qui sont allés au bout de cet entretien qui est pour moi presque d'utilité publique. Et je vous dis à très bientôt. Merci.